Et bonjour et bienvenue sur 726 Média. Je suis Kevin Vattier, un jeune de la mission locale, et aujourd'hui on se retrouve, je serai votre présentateur pour ce plateau qui portera sur les services publics. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, nous serons accompagnés des bénévoles de la Croix-Rouge, Lorenzo et Dorian, accompagnés de la rubrique Vrai ou faux. L'interview sera suivie sur un reportage de la police de Saint-Lô. Nous aurons également sur le plateau Monsieur Leblanc Guillaume, formateur en hygiène et sécurité, pour parler de la SEFC, ainsi que le directeur départemental de la Manche, Monsieur Legendre Jean-Christophe. Donc nous vous présenterons ensuite le CAP AGA en reportage avant de finir sur le responsable d'exploitation de la sphère de Montebourg, Monsieur Vautier Philippe. Mais avant de commencer, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Cyrielle et Nicolas. Alors n'attendons plus un seul instant, générique. Je passe maintenant la parole à ma collègue Cyrielle. Bonjour messieurs, merci du déplacement. Bonjour. Donc du coup, première question, est-ce que de vous présenter et du coup vous présenter aussi la Croix-Rouge sur Saint-Lô? Vas-y. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Lorenzo Guillou, j'ai 25 ans. Je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis décembre 2019. Et moi, je suis Dorian Billet, je suis bénévole à la Croix-Rouge de Saint-Lô depuis septembre 2024 et j'ai 33 ans. Et en quelques mots, présenter un peu la Croix-Rouge de Saint-Lô. Alors, vous voulez savoir quoi exactement sur la Croix-Rouge? On- Nos activités, Oui, nos c'est valeurs? ça, oui, présenter. Combien vous êtes à la Croix-Rouge, le directeur, enfin peut-être, ou voilà, qu'est-ce que... Tu veux... Bah, du coup, sur l'unité locale du Pays Saint-Lois, on est environ 120 bénévoles de mémoire. Donc, il y a un bureau avec donc un président, un trésorier, une secrétaire et 4 autres membres qui font partie du bureau. Et après, il y a tout ce qui est directeur de l'action sociale, directeur local de l'action sociale, le DLAS, la directrice locale de l'urgence et du secourisme. Et puis après, il y a des responsables d'activité. Voilà. Alors, pour plus détailler, donc, on va dire deux grandes actions principales, la partie urgence et secourisme et la partie action sociale. Donc, ils vont regrouper diverses activités. Donc, ça va être, par exemple, dans l'action sociale, ça va être les maraudes, la collecte de textiles. Voilà. Ça va être, par exemple, le magasin, je ne sais pas si vous connaissez au niveau de Saint-Lô, la Vessie Boutique. Pas personnellement, mais Ok. je Donc, pense. c'est une boutique où on va vendre des vêtements, Qui est ouvert à tous. qui est ouvert à tous, et effectivement, c'est ouvert à tout C'est le monde. important de le préciser. Au niveau de l'urgence et du secourisme, donc on va avoir tout ce qui est poste de secours, et on va avoir, par exemple, des réseaux de secours également. La formation, qui rentre dedans. Il y a également la formation qui rentre dedans, que ce soit en interne ou ouvert au public. Avec le PSC1, les gestes qui sauvent. Donc les gestes qui sauvent le PS1, c'est ouvert au grand public. Le Et en PSC. interne, on va voir le PSE. C'est le premier secours en équipe. Le PSE1 et le PSE2, c'est ça? C'est ça. Alors Ok. chez nous, c'est englobé maintenant. Ok. Donc avant, c'était PSE1, PSE2. Maintenant, la formation, elle est globalisée et c'est devenu un PSE qu'on appelle global. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager personnellement dans cette aventure? Alors, pour moi, c'était avant tout de faire des maraudes avec une copine. Pardon. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses qui se passaient autres que les maraudes, que ce soit la permanence sociale, le BP, donc l'espace bébé parents, la boutique,
Comme disait Lorenzo, il y a l'urgence, la formation. Il y a plein de choses, chacun peut trouver sa place. Et puis, on a quand même une grande famille. Donc du coup, c'est ça qui est chouette. Et on est quand même rassemblés avec cette valeur qui correspondent à pratiquement tout le monde. Enfin, même à tout le monde. À tout. Donc du coup, voilà. Et moi, personnellement, j'avais fait un stage donc plus jeune à la Croix-Rouge. J'avais bien aimé. Donc j'ai décidé de devenir bénévole bien plus tard. Ça me permettait de sortir, de découvrir plein de choses et d'adhérer à des valeurs qui me sont chères, on va dire, qui me plaisent. Donc les fameux principes de la Croix-Rouge. D'accord. Du coup, question suivante. À quoi ressemble une journée type pour vous? Quelles sont vos missions principales, pardon. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais si on peut revenir un peu dessus. Il n'y a pas de journée type à la Croix-Rouge. Il y a Alors oui, plein de choses. c'est ça, en fait, il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, comme on est bénévole, on va faire, on va dire, les activités qui nous plaisent quand on a le temps, quand on a également envie. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Dans ces cas-là, je peux peut-être vous proposer, chacun raconte un petit peu la dernière mission que vous avez faite, par exemple. D'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y. Alors moi, ma dernière action Croix-Rouge, c'était un poste de secours. C'était au Zénith à Caen, sur le concert de Julien Doré. Donc j'étais présent pour faire les gestes de premier secours s'il y avait besoin. Et bien moi, la dernière action que j'ai faite, c'était la permanence sociale pour accueillir les personnes qui ont besoin d'être accueillies, orientées et écoutées. Parce que du coup, c'est ce qui permet, on n'est pas le premier maillon, mais on est quand même le premier interlocuteur pour orienter les bénéficiaires vers les futurs partenaires qu'on peut avoir. Oui, c'est toujours bien. On sait que vous touchez au secours social santé, mais quelle est votre priorité numéro 1 en ce moment? Tu veux répondre? Alors, globalement, c'est d'être présent pour tout le monde, en fait, pour tout le monde, dans tous les secteurs où on Là où peut on être a présent. besoin de nous, quoi. C'est ça, là où il y a besoin de nous, on va essayer d'être présent. Il n'y a pas vraiment d'action numéro 1. On essaye d'être présent, on va dire, dans tous les domaines que vous avez énoncés, d'être là pour tout le monde, sans qu'il y ait de distinction spéciale. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Non, ou... il a tout dit, c'est parfait. C'est parfait. Super. Pour aider les gens, il faut des moyens. Comment financez-vous vos actions? Dons, aides, ventes? Alors, il y a une fois par an, en général, c'est la deuxième, troisième semaine de mai, on fait ce qu'on appelle une quête. Donc, en fait, on est sur tout le territoire de l'UL. On est un peu déployé un peu partout pour que les gens puissent participer à nos actions, que ce soit d'un point de vue monétaire. On a également des subventions, que ce soit en interne au sein de la Croix-Rouge, D'accord. ou que ce soit des subventions des municipalités, des conseils d'agglomération, des subventions aussi des partenaires sociaux comme la CAF, la MSA, la sécurité sociale éventuellement pour certaines zones, pas pour toutes, mais ça peut arriver avec les contrats cadres. Il y a aussi quand on fait des récoltes de denrées alimentaires ou alors de produits d'hygiène, cherchez le mot, je vais pas lire ça. Ça arrive. Dans les commerces, un peu comme les Restos du Cœur ou la banque alimentaire. On vient aussi en coup de main à la banque alimentaire pour quand ils font leur récolte annuelle. Donc du coup, voilà, parce qu'on travaille ensemble. On a également donc la fameuse vestiboutique qu'on a parlé tout à l'heure à Saint-Lô. L'argent qui est récolté à la vente des vêtements, ça permet de financer nos activités. D'accord. Et il y a également donc les postes de secours, donc, qui permettent de financer également nos actions et financer les autres postes de secours et ainsi de suite. D'accord.
C'est bon pour vous? Oh, on est tout bon. On est tout bon? Est-ce que vous travaillez main dans la main avec d'autres associations du coin? La banque alimentaire? Pas Euh, forcément main dans la main, mais conjointement. c'est ça, conjointement, on va travailler avec diverses associations et notamment certains événements. Donc, situation d'exception où là, on va collaborer et être présent avec diverses associations, même des organismes comme la gendarmerie, la police. D'accord. Après, on travaille aussi avec les organismes institutionnels, comme la CCAS, enfin les CCAS, les CMS, donc centres médico-sociaux, quand il n'y a pas de CCS sur les communes, euh, les communes en général. Quand on est déployé, par exemple, pour des tempêtes, ce qui a été le cas là, le courant décembre. Pour la tempête Goretti. Voilà, Oui. je n'arrive pas à retrouver son nom. Enfin, il n'y a pas forcément d'association, de structure type. On brasse un peu tout le monde. On, on est ouvert à tous. On est ouvert à tous et on essaie de collaborer quand il y a le besoin. On essaie de collaborer. Puis le Oui, ça, SDIS c'était aussi. belle valeur. Oui, il y a le SDIS aussi. Il y a le qui- SDIS quand même qui est un gros, enfin pas un gros partenaire, mais on travaille beaucoup avec eux. Ouais. Quand même. Et ça reste de belles valeurs. Merci. Euh, combien de personnes travaillent avec vous? Est-ce qu'il y a plus de bénévoles que de professionnels? Euh, Alors, de manière générale, vous voulez savoir ou plus au niveau local? Plus général, oui. Alors, à l'échelle générale, on va dire nationale, il y a des salariés, mais principalement, ça va être plus bénévolat. D'accord. Par exemple, au niveau de l'unité locale, on va être grande majorité à être bénévole. il n'y a pas de salariés Ouais, à à ma l'UL. connaissance, il n'y a pas de enfin, il y a pas de salariés actuellement à l'unité locale. Il y a la seule salariée qu'il y a, c'est au niveau de la délégation territoriale qui est une secrétaire. Donc D'accord. on a un salarié, on va dire, pour le territoire entier, enfin pour le département. C'est ça. Et à l'échelon national, il y a des salariés, donc c'est plus spécifique. Et là, ils ont diverses fonctions. Honnêtement, je ne saurais pas dire toutes les fonctions et combien ils sont exactement. Oui, c'est compréhensible. Organisez-vous des collectes de matériel ou d'argent? Comment ça se passe concrètement? Alors ça, ce que je vous disais tout à l'heure, on Oui. va faire des quêtes nationales. Donc on va être présent, ça peut être dans les commerces, enfin plutôt les grandes surfaces, éventuellement les marchés, euh, pour, euh, pour récolter de l'argent. Pour le matériel, on va faire plutôt, là je vais plutôt parler pour la boutique de la Croix-Rouge. Nous on fonctionne en dons, donc c'est-à-dire qu'en fait on a des box qui se situent un peu donc sur Saint-Lô et sur Agneau, qui nous permet de récolter des vêtements. Et donc suite à ça, on va faire un tri. Donc quand les vêtements sont de bonne qualité, on va pouvoir les mettre en boutique. Et quand ils ne sont pas de bonne qualité, on les met au relais. Et le relais se charge de faire de l'isolant pour maison. Donc en fait, D'accord. ça fait un circuit assez court et qui permet d'avoir de valeurs écologiques. Objectif 2030. Puis bah, les collectes alimentaires, enfin, denrées alimentaires secs, je précise sur l'UL, et de produits d'hygiène. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter? Je crois qu'il a tout dit. Je Tout dit ne vois rien d'autre. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose, mais je suis plus. Moi aussi, mais je crois qu'on a tout dit. Je suis en train de réfléchir. Oui, moi aussi. Prenez votre temps, n'hésitez pas. Si, il y a peut-être. Bah non. Non, si. Il y a les subventions, comme on disait tout à l'heure, qui aident aussi Ouais. nos activités. Donc ça va être le don de matériel, le don d'argent, donc les subventions qui vont permettre aussi de faire nos activités. Ça, c'est en divers organismes ou même à l'échelle nationale qui vont nous aider.
C'est ça. C'est vrai. Je vois pas d'autres, honnêtement, là, tellement je vois pas d'autres choses. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon pour vous. Oui. Du coup, avez-vous des nouveaux projets pour ce début d'année? Je dirais que chaque nouvelle journée est un nouveau projet. Vous Vas-y. voulez parler personnellement ou au niveau unité locale? On peut faire les deux si ça vous dit, ou ça dépend de vous. Dans ce que vous êtes le plus à l'aise. Bah, au niveau de l'UL, de l'unité locale, ça va être l'accueil du jour, qui est en cours de construction. Donc pour accueillir les bénéficiaires qui sont en situation de précarité. Et bah, personnellement, on va rester plus longtemps encore à la Croix-Rouge et continuer nos actions qui nous prend du temps, mais qui en vaut la peine. Allez, moi personnellement, ça va être gagner en expérience en tant que chef d'intervention. Je suis tout juste formé, donc ça va être prendre en expérience Mm. et essayer de devenir formateur opérateur radio qu'on a chez nous. Et je vois que ça actuellement dans mes projets. Je te promets que je vais faire la formation. Et apprendre à communiquer à la radio, c'est important lors de nos actions. Oui. C'est votre seul moyen de communication sur les bases d'intervention, quoi. C'est notre moyen de communication principal. Ouais. Après, quand la radio ne passe pas, on a toujours les téléphones, mais ça reste toujours mieux d'avoir une radio pour pouvoir communiquer rapidement et efficacement. D'accord. Et donc apprendre à communiquer, à parler, c'est important donc à la radio. D'où le fait qu'on a des formations qu'on appelle opérateur radio. D'accord. Vous avez un langage du coup particulier pour la radio? C'est ça, oui. Ça va être... Alors, j'ai plus le terme, excusez-moi. Leader secours. Ah, c'est ça. Donc, on va avoir des sigles. Donc, par exemple, leader secours. Donc, ça va être la personne qui va être le leader du poste de secours, par exemple. Et on va avoir différents sigles, on va dire, en fonction du rôle et de la fonction de la personne. Il va y avoir également le lieu. Donc, par exemple, pour les médecins, ça va être caducé. D'accord. Pour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme sigle? J'en vois pas actuellement, je suis désolé. Et sinon, pour communiquer à la radio, ça va être l'alphabet phonétique. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu l'alphabet international, non? C'est ça, oui. Donc Oui. Alpha, Bravo, Charlie, etc. Le tag, l'écho, oui. Comment? Pas confondre avec l'alphabet grec, alphabet. D'accord. Du coup, hop, je reprends. Si un jeune de la mission locale veut vous aider, comment doit-il s'y prendre? Il faut des diplômes ou juste de la motivation? Bah, s'il veut devenir bénévole, qui passe la porte. Et on va bien trouver une petite mission pour ce petit jeune. Nos actions sont diverses et variées, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc si quelqu'un a envie d'aider, c'est le bienvenu. Et il y a diverses moments d'activité, donc la personne va forcément trouver son bonheur, on va dire. Oui, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, on va dire. C'est ça. On va dire la seule spécificité, on va dire, c'est sur la partie urgence et secourisme. Oui. On va demander un prérequis, donc avoir minimum le PSC1, pouvoir donc d'abord faire des stages pour découvrir ce qu'on fait en poste de secours, et par la suite, ça va être formé en interne, donc au premier secours en équipe, donc le fameux PSE1 et PSE2. D'accord. Et après, de toute façon, s'il veut faire d'autres actions, C'est des le bienvenu. formations en interne aussi. Par exemple, pour aider en numérique, pour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en Night formation? Saver. Night Saver, opérateur radio, C'est accès au droit. C'est ça. Tous Ah, En fait, pour chaque action, on a des formations et nos bénévoles sont formés et c'est formé en interne, gratuit en fait. Ils n'ont rien à dépenser. D'accord. C'est formé en interne et c'est financé par l'unité locale. Et les formations que vous faites se situent dans la Manche, on va dire hors du département, Paris, ou c'est tout le temps, par exemple, formé sur Saint-Lô ou dans les villes aux alentours?
Il y a des formations qui sont faites au sein de Duel. On a un formateur tout fraîchement élu, tout fraîchement diplômé du Croix-Rouge Bienvenue, qui est l'une des formations qu'on doit avoir quand on rentre à la Croix-Rouge. Il y a ce qu'on appelle des campus éphémères qui sont déployés sur le territoire national. Donc là, on va en avoir un début juillet sur Coutances, avec toutes les formations que la Croix-Rouge peut proposer. Une bonne partie, en tout cas, peut-être pas toutes, mais une bonne partie. Et il se peut qu'on ait des formations, que ce soit du côté de Cherbourg, du côté d'Avranches, au niveau régional. Et on peut arriver aussi à avoir des formations au siège de la Croix-Rouge, donc qui est situé à Montrouge. C'est là que toi, tu as passé ton CI. C'est Moi, j'ai passé mon PSE là-bas. J'y suis allé la semaine dernière pour passer la formation aidant numérique. Voilà. Il y en a partout en France. C'est pas ce qui manque. D'accord. sur tout le territoire, il y a des formations et effectivement, on peut être partout. Et les formateurs, ce sont des bénévoles. D'accord, oui. Alors pour bonne certaines majorité. formations, il y a des salariés. Moi, par exemple, pour ma formation chef d'intervention, j'ai été formé donc au national et c'était des salariés qui étaient formés en tant que formateurs. D'accord, donc oui, ça peut être salarié comme bénévole. C'est ça. D'accord, alors, du coup, avant-dernière question, comment peut-on vous contacter ou faire un don facilement? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a un autre site aussi. C'est devenir bénévole ou... C'est ça, il y a devenir bénévole, il y a par mail, par téléphone, parce qu'il me semble Ouais. qu'à l'unité locale, on a un numéro de téléphone. 02 33 57 11 37 de mémoire, je crois. C'est un truc comme ça. Je l'ai pas mémorisé, donc je peux pas t'aider. Bonne mémoire, en tout cas. Et sinon, c'est les portes de la Vessie-Boutique, tout simplement, ou des locaux, et on sera présent. On a notre responsable com qui fait qui propose des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des... Session d'information. Voilà, merci. Session d'information d'1 heure, donc où on peut s'inscrire directement pour voir si la Croix-Rouge nous correspond. D'accord. On va expliquer nos principes, nos valeurs et Nos nos champs actions. D'accord. Et du coup, pour finir, que diriez-vous à un jeune qui a envie d'aider mais qui hésite encore à se lancer? Je vais prendre mon cas. J'ai hésité. Et puis, je suis venu avec une copine. Et puis, du coup, on est resté. Faut pas hésiter, faut venir. On peut avoir peur, on a tous peur au début parce qu'on connaît personne, on sait pas à quoi s'attendre. Venez avec un copain ou une copine ou avec la tante, les frères, les sœurs, ce que vous voulez. Et ça permet de rentrer un peu plus en confiance. Enfin, en tout cas, ça, c'était mon cas. Je sais pas, mais... Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des bénévoles d'un jour. C'est des personnes qui viennent tout simplement essayer nos actions, voir si ça leur convient, si ça leur plaît, ou au contraire, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, ça permet aussi de découvrir, avant même, on va dire, de signer un contrat de bénévolat. Il faut vraiment pas hésiter si on a envie d'aider. Comme on a dit, il y a diverses activités, donc tout le monde est bienvenu. Donc, on va dire que tout le monde va trouver chaussure à son pied, on va dire. Oui, on trouve toujours. Le plus dur, c'est de ouvrir la porte. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on peut plus partir. Parce qu'on s'y sent bien, je précise. Bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci Merci à vous. Je vais vous laisser entre les mains de notre animateur Kevin qui va vous faire la rubrique vrai ou faux. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous faire un petit vrai ou faux. Donc, première question, vrai ou faux, il faut avoir énormément de temps libre pour devenir bénévole. Faux. Le bénévolat, c'est réservé aux personnes retraitées. Faux. Ok. La preuve. On peut apprendre de nouvelles compétences informatiques, logistique, communication en étant bénévole. Vrai. Oui, vrai.
Pour aider pour aider à la Croix-Rouge, il faut obligatoirement être un expert en médecine ou en secourisme. Pas Faux. du tout, quoi. Ça s'apprend sur le tas. on va dire. Exactement. Enfin, sur le tas. Il y a des formations, je précise. Oui. Mais on va dire que ça s'apprend en interne. Être bénévole, c'est parfois impressionnant ou stressant au début. Moi, je dirais faux, pour moi. Je dirais vrai et faux à la fois. Ouais. Je dirais Ouais. que ça dépend de l'action et de la situation. Et le tempérament de chacun. C'est ça. Alors, on n'a pas le droit de rigoler ou de s'amuser quand on est en mission, quand on est en mission de bénévolat. Faux. Si on commence le bénévolat, on est obligé de rester engagé toute sa vie. Faux. Le bénévolat permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Vrai. Vrai. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir être bénévole. Faux. Et enfin, la dernière, on se sent souvent plus utile et plus fier de soi après une mission. Ça dépend. Ça dépend. Il y a- Je dirais que parfois c'est vrai, parfois c'est faux, on va dire. Ça va pas changer, mais parfois, oui, on se sent bien après, par exemple, un poste de secours, on a aidé une victime. On se sent utile, on va dire. Et le côté un peu frustrant des fois, là je parle plutôt en tant que responsable permanent social, mais d'être frustré de ne pas avoir apporté toutes les compétences et toutes les attentes des personnes accompagnées. Mais je rejoins complètement Lorenzo sur une fois qu'on a aidé une personne et qu'elle repart avec le sourire, on se dit c'est bon. Ça peut être les deux. On peut se sentir bien ou parfois frustré de ne pas avoir été utile. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Passons maintenant au reportage sur la police nationale avant d'accueillir Monsieur Guillaume Leblanc et Monsieur Jean-Christophe Legendre. À Saint-Lô, dans la Manche, les forces de l'ordre veillent chaque jour à la sécurité des habitants. Entre interventions d'urgence, patrouilles locales et travail d'enquête, leur quotidien est rythmé par l'imprévu. Cependant, sous l'uniforme se cachent des hommes et des femmes dévoués, confrontés à des situations parfois complexes. 1626 Médias est allé à la rencontre de Virginie Louvel, majeure de police, pour en apprendre plus sur le métier de policier et comprendre en profondeur leur travail, leurs tâches et la réalité qu'ils vivent sur le terrain. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr. Bonjour, donc moi je suis Virginie Louvel, majeure de police au sein du commissariat de Saint-Lô. Donc une présentation rapide. Je suis rentrée en école de police en 1998. Ensuite j'ai été mutée, affectée sur mon premier poste en région parisienne. J'ai fait une dizaine d'années en région parisienne et au cours duquel j'ai passé des unités de valeur pour passer en grade. Et à la suite de quoi je suis arrivée, j'ai demandé une mutation géographique. Donc je suis arrivée dans le Calvados. Et depuis 2012, je suis sur Saint-Lô. Et donc là, récemment, j'ai été nommée majeure de police. Mais comment entrer dans la police ? Pour devenir policier, plusieurs conditions sont requises. La voie la plus courante est le concours externe, accessible aux candidats majeurs disposant d'un casier judiciaire vierge, d'une bonne condition physique et surtout titulaire du baccalauréat. Cependant, il y a aussi des alternatives qui existent pour ceux qui ne possèdent pas ce diplôme. En effet, il est possible de rejoindre la police en tant que policier adjoint. Ce statut contractuel permet d'intégrer un commissariat et d'acquérir une année d'expérience sur le terrain. Après une année de service, ces agents ont la possibilité de passer le concours interne, leur offrant ainsi une véritable opportunité d'évolution au sein de l'institution. Au sein de la police nationale, les postes s'organisent selon une hiérarchie bien définie. À la base, les policiers adjoints assurent des missions de soutien et de prévention. Ils peuvent évoluer vers des fonctions de gardiens de la paix, qui eux sont chargés des interventions sur le terrain. Au-dessus, des officiers qui encadrent les équipes et dirigent les enquêtes, tandis que les commissaires occupent des postes de commandement et de direction. Pour finir, présents également, les spécialistes et les réservistes viennent compléter les effectifs, apportant un soutien technique ou ponctuel aux missions de sécurité publique. Pour vous, quelle est la qualité principale pour réussir le concours d'entrée? Le travail, la motivation et puis la curiosité. Parce que c'est un métier passion
et on rentre pas par hasard dans le métier de policier parce que c'est quand même assez contraignant et puis ça demande de l'engagement. Est-ce que le concours d'entrée diffère selon la spécialisation dans laquelle on veut aller? Alors en fait, non, en fait le concours d'entrée de gardien de la paix, puisqu'il y a 3 corps dans la police, il y a pour faire simple, il y a les commissaires, les officiers et les gardiens. Et donc chacun a donc pour être gardien, il faut le bac. Pour être officier, il faut niveau supérieur et pour être commissaire, encore supérieur. Okay. Et donc du coup, on passe le concours de gardien et après, on peut aller se spécialiser dans à peu près tout, autant dans le judiciaire, dans la police aux frontières, les conducteurs cynophiles, donc les maîtres chiens. Il y a vraiment beaucoup de tout. Maintenant, il y a aussi des spécialisations en drone, en cyberattaque, en informatique. Enfin, après, c'est des stages ouverts et puis les gens, ils postulent sur les stages qui les intéressent. Évidemment, une fois le concours passé, on ne devient pas directement policier sur le terrain. Une période de formation est obligatoire. Elle dure généralement entre 8 mois et 1 an. Durant cette formation, les futurs policiers alternent entre théorie et pratique, afin d'acquérir les compétences nécessaires avant d'exercer leur métier. Mais avant de s'engager pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Les avantages, alors les inconvénients, on commence par les inconvénients. La disponibilité. On travaille, alors c'est un métier où on travaille 24 heures sur 24, donc un commissariat est tout le temps ouvert, donc forcément ça implique qu'on travaille et la nuit, et le week-end, et les jours fériés. Donc si vous avez une petite vie rangée, que vous voulez rentrer à la maison tous les soirs à 17h, c'est un petit peu difficile, mais bon c'est je dirais le seul inconvénient. Après les avantages, c'est un métier passion, on rencontre des choses différentes tous les jours, on arrive le matin, on sait pas ce qui va se passer, donc c'est un peu un des avantages. Pouvez-vous nous lister la liste d'équipements que vous utilisez obligatoirement? Obligatoirement. Et ben voilà, donc sur moi, l'arme de service, équipement individuel mais obligatoire, du coup avec obligatoirement le gilet pare-balles. Ouais. Ça c'est pour tous les jours. Et puis si vous allez sur la voie publique, la caméra qu'il faut avoir, et puis la radio parce que pour communiquer c'est plus important, et puis après le reste c'est du superflu, la paire de gants, toutes ces choses-là, mais vraiment tout ça c'est ce qu'on va dire qui est vraiment obligatoire. Avez-vous des entraînements spécifiques? Alors oui, on a des entraînements au tir, des entraînements aux techniques de police en intervention, pour un placement, pour des interventions dans des lieux particuliers, toutes ces choses-là. Et après, on va avoir plein d'autres stages en fonction de ce qui nous intéresse. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, si j'ai envie de devenir quelqu'un qui veut faire du drone, je vais aller postuler sur un stage drone et des choses comme ça. Au stand de tir, les policiers suivent une formation rigoureuse encadrée par des règles strictes de sécurité, où 3 séances sont obligatoires chaque année. Cette formation est supervisée par le major Albanese, formateur aux techniques et à la sécurité en intervention, aussi appelé FTSI. La formation qu'il propose rappelle les bases essentielles à respecter. Les tirs s'effectuent à différentes distances, notamment jusqu'à 25 mètres. Les exercices incluent des mises en situation diverses, avec des abris, des positions hautes ou encore accroupies. Alors, avez-vous un conseil pour des personnes intéressées par votre métier? Un conseil, travailler et puis être motivé. Parce que si on n'a pas la motivation, pour les fois où il y a des petits coups de mou, on se dit oh là là, ce week-end j'ai un anniversaire mais je peux pas y aller. Si on n'est pas motivé, on va vite déprimer. Donc non, il faut être vraiment motivé par ce métier. Et, comme je disais, c'est vraiment un métier passion. Au-delà des interventions de terrain, le métier de policier comporte aussi un fort impact émotionnel. Les agents sont régulièrement confrontés à des situations difficiles, parfois marquantes, qui nécessitent un sang-froid et une maîtrise de soi. Une véritable transition s'opère alors entre l'action sur le terrain et le recul nécessaire pour continuer à exercer. Quelle est l'intervention la plus courante que vous avez? Alors en police secours, on va dire, on peut intervenir donc au niveau du routier. On va faire tout ce qui est accident corporel. Voilà, les accidents matériels, si ça fait une gêne à la circulation, on va nous appeler. Ensuite, les différents conjugaux ou familiaux qui peuvent entraîner de la violence, et puis toutes les risques de voie publique qui peuvent avoir lieu en ville ou n'importe où, quoi. Je dirais que c'est ça les gros corps de métier. Après, il va y avoir plein d'autres interventions, mais ça dépend des jours. Donc voilà, en fait, quand quelqu'un est mis en garde à vue, on doit lui prendre ses empreintes,
son ADN et ses photos. Donc en fait, il y a une planche photo là-haut, vous voyez à peu près. Et puis, donc on met la chaise, on les assoit, avec l'appareil photo, on prend les photos, tout ça. Et là, c'est pour prendre les empreintes sur une machine spécifique. Donc tout est fait ici en fait. Et quand il n'y a pas d'informatique, ben, on le fait à l'ancienne avec de l'encre et tout ça. Donc, cellule de garde à vue. Et là-bas au bout, on a des cellules de geôle, on appelle ça. Les geôles sont équipées du strict nécessaire, notamment de toilettes. Les cellules sont faites pour accueillir les individus en toute sécurité, jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge. Pour respecter la vie privée, aucune caméra n'est installée à l'intérieur. En revanche, dans les couloirs, si, en plus des visites fréquentes des policiers pour vérifier l'état de santé et le bien-être des personnes. Être policier, pas seulement à Saint-Lô, c'est faire face au meilleur comme au pire, mais aussi maintenir un lien essentiel avec la population. Métier exigeant, entre sang-froid, engagement et sens du service public. Chaque jour, ces femmes et ces hommes poursuivent la même mission, protéger et servir les habitants de leur ville. Cette année, le concours d'entrée a accueilli 4200 gardiens de la paix. Seriez-vous le prochain ? Pour plus d'informations sur les métiers de la police nationale, n'hésitez pas à aller au commissariat le plus proche. Et pour les concours externes, les dates sont sur le site du service public ou encore sur celui de la police nationale. C'était 1626 Médias et à bientôt. Bien, c'était un reportage sur la police municipale, nationale. Donc, nous passons maintenant à monsieur Leblanc et monsieur Legendre. Du coup, je passe maintenant la parole à Nicole. Merci. Bonjour, bienvenue, Jean-Christophe. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Jean-Christophe Legendre, je suis directeur du centre de formation pour la SNSM dans la Manche. Donc en fait, ce centre de formation assure la formation à la fois des sauveteurs embarqués pour tout le département de la Manche, ainsi que des nageurs sauveteurs qui sont donc mis à disposition des mairies pour les plages l'été. D'accord, merci. Quelles seraient les formations obligatoires pour pouvoir faire partie du SNSM ? Donc en fait, on distingue à la SNSM deux grandes branches. Donc la branche des nageurs sauveteurs, qui donc est représentée donc au niveau national par 36 CFI, centres de formation et d'intervention. Et on a aussi la branche des sauveteurs embarqués, qui eux sont déclenchables 24 heures sur 24 pour assurer donc des missions de sécurité en mer au profit de l'État. D'accord. De quelle manière récoltez-vous vos fonds, on va dire, pour votre association ? Alors les fonds sont récoltés de plusieurs manières, à savoir que l'ADN de l'association, c'est le bénévolat et le don. Donc aujourd'hui, on récolte des dons des usagers de la mer, puisque ça leur permet de bénéficier d'une assistance en mer, qu'elle se soit sur la vie humaine, autrement au niveau des embarcations. Et aujourd'hui, l'État abonde aussi au niveau de l'association pour le remplacement de nos unités en mer. À savoir, aujourd'hui, on a beaucoup d'unités, donc de bateaux, qui sont en fin de vie. Et donc, l'État a déclenché un plan assez important de financement pour le remplacement de cette flotte, qui coûte effectivement très cher, puisqu'en fait, on a des bateaux qui valent à peu près jusqu'à 2,5 millions d'euros par unité. Et ça revient vite très cher. Est-ce que la pluralité des langues étrangères, c'est essentiel pour une bonne communication, pour assurer une bonne communication dans votre métier, Donc le langage maritime, c'est l'anglais. Donc en fait, tous nos échanges, alors sur le territoire national, dans la bande des 3000, donc ça va être effectivement essentiellement le français. Mais par contre, on peut être amené à intervenir donc sur des unités qui sont étrangères. Et donc effectivement, l'anglais est essentiel aussi pour les communications. D'accord, merci. Une mission typique, sauvetage typique, mer ou terre, ça serait quoi ? En fait, une mission donc sauvetage en mer. Donc les personnels qui sont donc déclenchables 24 heures sur 24 tout au long de l'année commencent par recevoir. On a donc sur nos téléphones une application qui nous permet d'être déclenchée par le CROSS Jobourg. Donc en fait, on dépend de la préfecture maritime. On est une association de sécurité civile. Donc on a des agréments de sécurité civile qui nous permettent donc de pouvoir en fait intervenir en mer. On est la main de l'État en mer sur la partie secours. Donc en fait cette partie-là,
ça commence par un déclenchement. Après, le bénévole, il a à peu près une dizaine de minutes pour rejoindre la station, quelques minutes pour s'équiper et pour pouvoir embarquer au niveau du moyen nautique. Et après, en fonction de la distance, si c'est une alerte SAR, donc sur de la vie humaine, ou si c'est sur du matériel, donc un déclenchement pour aller récupérer ou remorquer un bateau, donc on va avoir différents types d'actions. Et après, en fonction, on reste aux ordres du cross. Hein, c'est vraiment le cross qui va effectivement diriger toutes nos missions. Excusez-moi, je vous coupe. Vous êtes combien, on va dire, comment dire, Pour assurer ces missions? Oui. Alors, en fait, ça va dépendre des unités. Hein. Donc, il y a différents bateaux qui vont avoir besoin de plus de bénévoles, pour lesquels il faut plus de bénévoles. Après, au niveau de la Manche, le maillage au niveau de la Manche, en fait, on a 21 stations. Donc, sur toute la Manche, réparties tout au long de la côte, puisqu'en fait, le département de la Manche, c'est 360 km de côte. Donc, c'est énorme. Donc, on est un des plus gros départements français par rapport au nombre de stations SNSM. Et après, donc ça représente à peu près environ 800 à 900 sauveteurs sur la Manche. Et ça fait pas mal de personnes. Quels sont les dangers du terrain, on va dire, en mer, principalement? Alors, le danger, il est multiple. Donc, la SNSM déplore régulièrement des décès en intervention. Hein, donc, il faut savoir qu'effectivement, les bénévoles, on a aussi effectivement des pertes humaines au sein de la SNSM. Donc, c'est pas anodin de s'engager en tant que bénévole à la SNSM, c'est clair. Hein, donc, puisqu'effectivement, ça peut être allé jusqu'à, on va dire, de façon ultime, le don de la vie du sauveteur. Après, en fonction des unités, on va partir en fonction, plus on a des grosses unités, plus on partira dans du temps un petit peu, dans du temps, du sale temps, on va dire, chez nous. Hein. Mais oui, ça peut être ça, ouais. Sur le terrain, du coup, de quelle manière vous alertez lorsqu'une opération a eu lieu, du coup, en sauvetage? Et ben donc, comme je vous disais, c'est le cross qui nous déclenche. À partir de là, le départ se fait donc soit de la plage, soit d'un port, en fonction des unités qui sont engagées. Et après, ça va être donc aller vers le requérant, donc vers les personnes qui ont demandé de l'aide, hein, puisque ça c'est basé d'abord sur une demande d'aide. Et une fois que, en fait, en fonction donc du type d'opération, si c'est de la vie humaine, on peut même avoir des déclenchements hélico. Donc, on peut faire intervenir soit le Dragon 50 de la sécurité civile, soit le NH 160 de la Marine nationale, qui peut, on va dire, intervenir dans des conditions un petit peu plus sportives. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous travaillez avec différents organismes? Alors, la SNSM, donc en fait, oui, on travaille, en fait, on a plusieurs missions. C'est-à-dire qu'on a donc effectivement les missions de sauvetage via le cross, mais on est aussi déclenchable par la préfecture de la Manche, à savoir on fait partie du plan Orsec et du plan Orsec maritime, où on va pouvoir intervenir sur de l'aide à la population. Hein, comme lors la dernière tempête Ciarán, ou quand on a eu les inondations sur Pont-Torson, on a été mis en alerte par la préfecture de la Manche pour pouvoir intervenir. Et là, on travaille en lien avec d'autres associations telles que la protection civile, la Croix-Rouge, voire même sur certains dispositifs de secours où on fait ce qu'on appelle du multi-association, où là, en fait, on est plusieurs associations à intervenir sur le même site. Là, par exemple, le carnaval des étudiants de Caen qui a lieu en fin de semaine, vous allez avoir effectivement la SNSM, la protection civile, l'UNAS. Donc, on va travailler avec beaucoup d'associations. Pour couvrir un maximum de zones, on va dire. Alors, c'est un petit peu plus pragmatique des fois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi qu'en fonction de la taille de l'événement, il faut être très honnête, les associations de sécurité civile, telles que Croix-Rouge, donc protection civile, SNSM et autres, on n'a pas forcément la capacité humaine à répondre sur une seule association. Donc, le fait de pouvoir travailler à plusieurs associations, ça nous permet en fait de mettre des dispositifs de secours plus importants en place. D'accord, merci. Comment est venue cette passion pour la SNSM? Je crois qu'avant tout, effectivement, chez nous, il faut aimer l'eau. Hein, donc ça, c'est clair. Même si on n'a pas que des très très bons nageurs, faut être très honnête aussi. Mais c'est le fait de vouloir rendre service,
de vouloir aider les autres, essentiellement. Quelle qualité est nécessaire, du coup, pour, pour l'émission, on va dire? Alors les qualités, déjà vouloir apprendre, déjà vouloir se former, ça peut être une qualité, c'est énorme, puisqu'aujourd'hui la SNSM, quand on entre à la SNSM, on peut très bien n'avoir aucune formation. Et le fait d'intégrer la SNSM, on va devenir des professionnels du sauvetage, puisqu'aujourd'hui on passe des diplômes qui sont professionnalisants, d'accord? Et le fait donc il faut avoir déjà l'envie d'apprendre. En fait, il faut avoir envie aussi d'aider les autres, de travailler en équipe, hein, puisqu'en fait, quelle que ce soit une intervention ou quoi que ce soit, on travaille toujours en équipe. Donc, d'avoir envie de travailler avec d'autres personnes, d'être au contact de personnes différentes. Donc, ça va être essentiellement les qualités. Et après, de vous donner de son temps, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes complètement bénévoles. Donc, avoir envie de donner son temps. Merci. Quelles sont les difficultés liées à cet engagement? Alors, les difficultés sont effectivement parfois de concilier la vie de famille et l'engagement. Hein, comme dans beaucoup de métiers qui prennent beaucoup, où c'est des métiers un peu passion. Alors là, même si c'est pas un métier, donc c'est une passion aussi d'aider les autres. Et ça va être de concilier la vie de famille. Oui. Il faut que la famille soit prête à accepter certaines absences qui peuvent être très longues. Puisqu'on peut avoir des formations chez nous qui durent jusqu'à 10 jours. Donc pendant 10 jours, vous êtes à distance de la famille. Donc c'est essentiel, ouais. Trouver un vrai équilibre. C'est ça. On n'implique pas que la personne qui s'engage à la SNSM, en fait, ne s'implique pas qu'elle. En fait, elle implique aussi sa famille. Donc, en amont, il faut que les personnes, les familles des bénévoles soient prêtes aussi en fait, finalement, elles s'impliquent aussi, même si elles ne sont pas présentes au sein de la SNSM. Combien de temps dure une formation avant d'intervenir en mer? La formation de base, notre première formation, c'est ce qu'on appelle l'équipier de pont. Hein, donc l'équipier de pont, c'est ce qui permet de pouvoir monter à bord d'un bateau. En fait, c'est une formation de 4 jours, hein, donc assez intensive. Et après, l'idéal, c'est de pouvoir passer son PSE1, donc premier secours en équipe niveau 1, qui lui dure à peu près 5 jours. Donc on va dire qu'après une dizaine de jours de formation, on peut intégrer un équipage. Mais la personne qui va intégrer l'équipage sera stagiaire pendant 12 mois. C'est-à-dire que pendant 12 mois, elle sera formée à toutes les techniques d'approche, de récupération et d'utilisation des moyens de la station. Du coup, j'aurais une petite question pour vous. Les jours de formation se font principalement la semaine ou le week-end? Alors, sur des formations très longues de 10 jours, donc ça va forcément impacter la semaine. Donc ça impacte le bénévole dans la mesure où il doit prendre des congés. Hein, puisqu'on rappelle que ce sont que des bénévoles, donc ça va impliquer la prise de congé. Par exemple, moi, sur certaines années, j'ai passé 3 semaines de mes congés pour faire de la formation. Hein, donc, et après, l'essentiel des formations, souvent, se passe sur 3 jours, donc un samedi, dimanche, lundi, ou un vendredi, samedi, dimanche. Pour ne pas trop impacter les congés des bénévoles, oui, clairement. Donc c'est vraiment une sorte de métier coup de cœur, passion coup de cœur. Alors, passion, oui, clairement. Mais comme je disais, oui, on apprend des métiers, vraiment. Hein, on est considéré comme des professionnels du sauvetage, en fait. Donc, on a les mêmes compétences. On a, par exemple, les mêmes compétences que les pompiers. Sur le PSE1, PSE2, tout ce qui est secourisme, on a les mêmes compétences que les pompiers, oui, clairement. Est-ce que vous avez du personnel habilité au scaphandrier? Alors, le scaphandrier, donc, c'est une formation très spécifique. Donc aujourd'hui, nous avons des plongeurs à la SNSM, mais nous n'avons pas de scaphandrier. Hein, donc ce sont des plongeurs bouteilles, et vous en avez sur le territoire de la Manche, vous avez à peu près 3 sites qui permettent d'avoir des plongeurs. Donc il faut avoir des bouteilles. Enfin, c'est assez complexe en termes d'organisation. Donc on a 3 ou 4 stations labellisées aujourd'hui dans la Manche pour pouvoir intervenir sous l'eau. Quelles sont-elles? Alors, vous devez avoir, je crois, donc il va y avoir Gouville-sur-Mer, il doit y avoir Urville-Nacqueville, peut-être, Barneville-Carteret, et je me demande s'il y a Fermanville ou Saint-Va. Mais c'est sous réserve parce que je ne suis pas totalement certain des stations. Quels sont les différents rôles terrestres
nautiques que vous pouvez avoir? Donc les rôles nautiques sont assez larges. On fait donc du secours, on fait de la surveillance de manifestations. Hein, par exemple, si on fait sur Granville, vous avez une compétition de nage en eau vive qui s'appelle le Tour du Roc. Et dans ce cas-là, la SNSM couvre la sécurité de cette manifestation, aussi bien au niveau des nageurs que du secours. Et après, à terre, on a les mêmes agréments que la Croix-Rouge, la protection civile, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ce qu'on peut appeler donc des DPS, des dispositifs prévisionnels de secours, ou des postes de secours, où là, on va encadrer, par exemple, comme je vous disais, le carnaval étudiant de Granville, le carnaval de Granville, puisque c'est la SNSM qui le couvre en tant que secours. Donc, on a des missions très, très larges, en fait. D'accord, merci. C'est quoi la différence entre la SNSM de la France et, on va dire, un pays frontalier, mettons, à la France, D'accord. comme l'Angleterre? Donc la RNLI, donc qui sont la SNSM anglaise en fait. Une des différences, c'est qu'ils font appel à des professionnels, donc ce sont des professionnels rémunérés. Hein. Donc aujourd'hui, clairement, je pense que l'État n'aurait pas la capacité financière et humaine à assurer cette mission sur le territoire français, contrairement à d'autres pays qui sont des professionnels. Les Américains sont des professionnels, les Anglais, il y a une partie de professionnels, etc. Nous, on est vraiment sur un modèle spécifique du bénévole. On n'a même pas de contrat. Vous voyez, on n'a pas de contrat. Alors, on est considéré pendant nos missions comme des personnels du service public territoriaux, mais c'est un peu particulier. D'accord. Quels sont les avantages et inconvénients du coup du bénévolat? Alors, les avantages, un bénévole, il part quand il veut. Clairement, si demain matin ça lui plaît plus, il peut changer, il peut partir. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est un des avantages. Après, un des gros avantages, c'est qu'il est surtout humain. Hein, l'avantage du bénévolat, c'est qu'il est humain dans le sens où on va croiser des personnes. Et je dirais c'est mon point de vue, mais à la SNSM, je pense que parfois c'est une deuxième famille. Hein, donc, pour moi, c'est quand même un gros avantage. Après, les inconvénients, comme je vous disais, ça va être concilier sa vie familiale, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Hein, donc, ça fait partie des inconvénients. Comment gérez-vous du coup votre temps par rapport au bénévolat? Alors, je dirais que je suis pas le bon exemple. Hein, donc, moi, je suis directeur du centre de formation. Donc, en gros, un problème chasse l'autre. Donc, en gros, ça s'arrête jamais. Donc, par rapport à d'autres bénévoles qui, eux, sont embarqués. Alors, l'avantage des bénévoles aussi à la SNSM, c'est qu'ils peuvent se déclarer indisponibles. C'est-à-dire que s'ils veulent partir en week-end avec leur famille, ils peuvent très bien dire qu'ils sont indisponibles sur leur application. Et à ce moment-là, ils ne seront pas déclenchés pour du secours. Donc, ça, quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de contrat. D'accord? Donc, ça peut effectivement être un avantage d'être bénévole, c'est qu'on peut aussi décider de son temps d'engagement. Mais par contre, alors je vous dis, moi je suis pas le bon exemple, puisqu'en fait je cumule plusieurs fonctions. Je cumule à la fois des fonctions de directeur, de formateur, d'embarqué. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc j'organise mon temps, je dirais, entre ma vie personnelle, mon travail et la SNSM, c'est plus mon travail et la SNSM, clairement. Je me permets de vous poser du coup la question. Vous avez parlé d'application. Du coup, à quoi sert votre application? Donc en fait, notre application s'appelle donc Wallen. Donc le bénévole se déclare disponible sur son espace. Et à partir de là, le CROSS a le moyen de déclencher cette application pour pouvoir nous biper, pour pouvoir partir en intervention. En fait. Et du coup, est-ce qu'elle sert aussi au niveau des postes de secours terrestres? Non, pas du tout. Non, du En tout. fait, c'est vraiment une application qui est liée au sauvetage, purement à l'urgence et au sauvetage. Hein, donc le déclenchement sur ce qu'on appelle les postes de secours est fait par le biais d'une autre application où là le bénévole s'inscrit en fonction de ce qu'il veut faire comme poste de secours. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une anecdote potentielle qui vous a marqué durant votre carrière? Alors carrière, c'est un peu court parce que c'est que depuis 2013, hein, j'y suis depuis 2013.
Donc ça fait un peu plus de 12 ans que je suis à la SNSM. Ce qui m'a frappé, je dirais que c'est pas forcément une anecdote de sauvetage. C'est une anecdote qui me semble importante en tant que directeur du centre de formation. C'est qu'on voit des jeunes arriver au mois de septembre pour faire cette formation, qui est une formation qui impacte beaucoup physiquement, puisqu'elle demande beaucoup d'implication physique, d'implication en termes de temps. Et je dirais que ce qui me frappe souvent, c'est que je vois des jeunes évoluer. D'accord ? J'ai souvent un peu l'habitude de dire que c'est des bébés nageurs quand ils arrivent, et quand ils repartent, eh ben, ils ont grandi, mais ils ont grandi en 8 mois. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier qu'au bout de 8 mois de formation, on va leur demander à des jeunes de 18 ans d'aller chercher des gens dans l'eau, de les sauver, voire faire un massage, et ça peut être impactant psychologiquement. Et donc vraiment, on les voit grandir sur ces 8 mois de formation, et ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est magnifique. Quel conseil, du coup, vous donneriez à un jeune qui voudrait rejoindre la SNSM? Dès lors qu'il a une envie, une motivation, je dirais que il va tellement... Je dirais que les amis que l'on se fait lors de ces formations sont presque des amis qui durent une vie. D'accord ? Les nageurs sauveteurs, ils se côtoient bien après leur départ de la SNSM. Ils se voient encore. Donc, c'est un peu une école de vie. Et je dirais que, bien au contraire, au vu de tout ce que je vois, je leur dirais, allez-y, poussez la porte et rejoignez la SNSM parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà. Je vous remercie. Kevin, on te laisse la suite. Bien, je vais passer la parole maintenant à Cyrielle pour Monsieur Leblanc pour la SEFC. Bonjour Monsieur Leblanc, donc vous êtes ici pour nous parler de l'entreprise SEFC. Donc pouvez-vous vous présenter, nous parler un petit peu de l'entreprise? Oui, donc moi c'est Leblanc Guillaume, donc formateur en hygiène et sécurité. Donc pour l'entreprise SEFC, on est un centre de formation plus pour les formations conventionnelles, donc hors nucléaire. Donc tout ce qui va être casse chariot, nacelle, habilitation électrique, port du harnais, et bien sûr il y en a plein d'autres. On a plus d'une 60aine de formations différentes. D'accord. Depuis combien de temps exercez-vous votre activité? Alors, l'activité que je fais, c'était en 2019. Le 2 septembre 2019, j'ai signé mon CDI. Et j'ai été 2 ans vacataire à SEFC avant. Et j'ai travaillé aussi pour d'autres centres de formation qui faisaient les mêmes formations que je fais déjà à SEFC. D'accord. Que signifie SEFC? Alors, SEFC, c'est Société Européenne de Formation et Consultants. Donc, on peut être amené, sous demande des entreprises qui nous consultent, de faire des formations, mais aussi des audits. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par audit? Alors, on va regarder au point de vue réglementaire si ils ont bien rempli le registre de sécurité, s'il y a suffisamment d'extincteurs, tout ce qui pourrait être demandé en vue d'un audit par un service agréé. Nous, on est juste là pour aider à préparer leur futur audit. On n'est pas une entreprise certifiante pour l'audit. Hein. D'accord. Du coup, quel est votre métier? Alors, moi, mon métier personnellement, c'est surtout que je forme des stagiaires. Donc, je vais avoir des apprenants qui vont venir le matin et je vais les former sur l'espace confiné. Donc, leur apprendre que c'est un espace où ils peuvent mourir s'ils n'ont pas tous les équipements qu'il faut. Ça peut être de l'incendie, comment utiliser les extincteurs. L'habilitation électrique, on leur apprend que les règles de sécurité, comment mettre des gants, vérifier tous les équipements de sécurité, ainsi que le travaux moteur et toutes les autres comme la nacelle, etc. Pour les préparer, par exemple, pour le CACES, donc c'est le certificat d'aptitude à la conduite d'engin en sécurité. D'accord. Du coup, quelles sont les différentes tâches que vous réalisez dans votre métier? Donc, on a des référents avec nous qui préparent toutes les cours par rapport à la réglementation qui change. Dans l'entreprise où je suis, moi, je suis plutôt que formateur à l'heure actuelle et peut-être d'ici quelques années aussi référent pour tout ce qui va être secouriste, dont le sauveteur secouriste du travail, ce qu'on appelle le SST. D'accord. Pour quelle formation faut-il avoir pour devenir formateur? Alors, pour devenir formateur, il y a beaucoup de centres de formation où on dépose son CV, on vous apprend à devenir formateur en interne, donc avec des formateurs expérimentés. Sinon, vous pouvez passer un diplôme de formateur professionnel qui peut se faire à l'AFPA sur 6 mois. Ou vous pouvez faire aussi un monitorat national, comme j'ai fait à la SNSM. Donc, vous faites partie de la SNSM du côté personnel.
Oui, parce que mon premier diplôme, c'était formateur professionnel pour les premiers secours à la SNSM, parce que ça fait plus de 15 ans que j'y suis. D'accord. Trop bien. Pourquoi dit-on formateur et non instructeur? Quelle est la différence? Alors, pourquoi on dit plus instructeur? Alors, il y a certaines associations qui, même organismes, qui disent toujours le mot instructeur, mais ils ont à dire que ça a une forte connotation, donc on dit maintenant formateur de formateur pour que ce soit moins considéré comme péjoratif. Donc, le formateur de formateur, c'est celui qui vous forme, c'est C'est ça? ça. Nous, on est formateurs et on a des formateurs de formateurs qui sont formés par des formateurs de formateurs. Ça D'accord. s'arrête là, il n'y en a pas plus après. Après, il n'y a plus de place sur le papier. Après, ça peut faire beaucoup, c'est vrai. Quel est l'âge minimal pour pouvoir passer les formations? Alors, ça va dépendre de la formation. Donc, on peut avoir des apprentis à partir de 16 ans pour la formation port du harnais, tout ce qui va être incendie, mais pour tout ce qui va être certification, là, l'âge minimal, c'est 18 ans, sauf dérogation de l'inspection du travail et bien sûr des parents qui sont très compliqués à avoir au niveau de l'inspection du travail parce que c'est la loi, vu qu'ils sont mineurs. D'accord. Quelle formation animez-vous? Alors, au niveau des animations, des formations que je fais, je ne vais pas toutes les citer parce que j'en fais plus de 32 différentes. Donc, je vais essayer vraiment d'être dans les grandes lignes. Donc, tout ce qui est habilitation électrique basse et haute tension, donc en présence ou hors tension. Il va y avoir également tout ce qui va être port du harnais, travaux en hauteur, incendie, évacuation. Bien sûr, tout ce qui est CACES nacelle. Et après, je vais tout ce qui va avoir spécifique à Orano, EDF et Naval Group, donc les formations risque mécanique aussi. Donc là, on va rentrer plus dans le domaine typique à eux. D'accord. Donc, vous nous aviez dit que vous aviez 32 formations à votre actif. De quelle manière les jeunes peuvent-ils connaître un peu plus en détail les formations que vous faites dans l'entreprise? Alors, on a des plaquettes qui leur permettent, ou même sur Internet, ils vont sur www.sefc.fr, ça leur permet de savoir ce qu'on fait comme formation. Et si jamais ils veulent, par exemple, devenir un jour formateur, ou même savoir un peu comment ça se passe, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Ce sera avec un grand plaisir qu'on pourrait leur apprendre à devenir formateur et surtout partager notre expérience avec eux. D'accord. Où exercez-vous? On a un peu dit, où exercez-vous votre métier? Dans quelle ville, peut-être plus précisément, exercez-vous votre métier? Alors, vu que nous, on est une société européenne, c'est dans toute l'Europe. Donc, on a plusieurs SEFC. Donc, on a SEFC Cherbourg, SEFC Bagnols-sur-Cèze aussi. Et on en a un autre qui va bientôt s'ouvrir, donc pour l'instant je ne peux pas le dire parce que c'est pas encore officiel. Mais on peut se déplacer à Saint-Étienne, on peut se déplacer même des fois en Belgique, ça arrive. C'est pour ça qu'on est en train d'en créer un troisième là. Les locaux sont déjà à nous, mais on attend de faire les plaquettes pour pouvoir en parler sur les réseaux. Donc je laisserai mon directeur des SEFC en parler en premier sur les médias avant moi. Oui, ça peut être long à réaliser. Pourquoi avez-vous choisi cette branche de métier? Alors pourquoi cette branche de métier? C'est simple, c'est parce que j'avais fait pas mal de métiers avant, j'étais un ancien électricien. Et grâce au secourisme, à la SNSM plus précisément, j'ai découvert la formation et en fait ça a été mon métier coup de cœur, qui était à la base une passion, et qui en est devenu mon métier, parce que je suis aussi maintenant formateur professionnel à SEFC. D'accord. Et vous avez que, du coup, vous étiez électricien avant, ça a été un plus, du coup, en tant que formateur? Alors, en tant que formateur, non, mais au centre SEFC, vu que les formateurs électriciens, il n'y en a pas beaucoup, qui font habilitation basse et haute tension, ça a été sur ce coup-là un plus. D'accord, merci beaucoup. Du coup, pouvez-vous nous parler de vos horaires, de vos plannings? Alors, les plannings et les horaires ont tendance à changer très régulièrement, ça peut être du jour au lendemain, selon la demande du client, et des fois on peut aller directement chez nos clients, et ça va être leurs heures. Donc on peut commencer à 8h et finir à 17h, comme on peut faire des fois, c'est m'arrivé une fois, de commencer à 7h et de finir à 18h. D'accord. Je reprends une question que vous nous avez répondu quand vous disiez que vous partiez, voilà, un peu partout dans la France, voire même dans Belgique, par exemple. Est-ce que vous avez une voiture de service ou de fonction? Oui, j'ai une voiture de service qui nous est mis à disposition justement pour mettre tout le matériel et pouvoir faire les déplacements nécessaires. D'accord, c'est un avantage. On peut dire. Quelle est votre formation préférée et celle que vous aimez le moins? Alors, la formation que je préfère, au grand mystère, bien sûr, c'est le secourisme.
avec le sauveteur secouriste du travail, où là on apprend aux personnes à porter secours au travail avec la partie prévention qui reste quand même essentielle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se former, que ce soit à la SNSM, comme a dit mon confrère, c'est important de le faire, ou aussi à la Croix-Rouge, à l'Ordre de Malte, il y a plein d'associations qui peuvent le faire. Le SST étant bien sûr une formation professionnelle, à ne pas confondre avec le PSC, qui est le premier secours citoyen, qui est là fait pour le grand public. Et la formation que je préfère animer le moins, c'est tout ce qui est espace confiné. Donc là, on est beaucoup sur la réglementation. Et vu que c'est beaucoup de théorie, les stagiaires ont tendance à trouver ça un peu soporifique. D'accord. Oui. Plus dur à animer, peut-être. Beaucoup plus dur, parce que là, quand on commence à parler réglementation avec les textes normatifs et publications et les arrêtés, ils ont tendance à décrocher un petit peu. Oui. Quelle est l'anecdote autour de votre travail qui vous a le plus marqué? Alors, j'en ai plusieurs anecdotes, mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement. C'était un stagiaire qui était venu en formation, donc c'était en habilitation électrique. Et il avait, comment dire, bien profité la veille. Le matin, il était déjà pas très apte à pouvoir écouter. Et le midi, il a remis ça et c'est la première fois que je voyais un apprenant ramper pour entrer dans une salle de formation. Et je n'ai pas pu l'accepter et il a eu du mal à comprendre parce que bon, il y a des fois, il faut savoir mettre les choses à plat. Et on a dû appeler son employeur pour voir avec lui qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, vous, personnellement, dans vos formations, au niveau de l'ambiance, c'est plutôt, on va dire, un peu plus scolaire, un peu plus, comment dire, on peut rigoler, enfin, voilà, un peu... Alors bien sûr, dans nos formations, c'est plutôt, on n'est plus en scolaire, on lève plus la main pour prendre la parole, on est entre professionnels. Donc s'ils ont besoin de poser une question, ils me la posent en direct. On s'adapte. Bien sûr, il y a toujours de la bonne humeur parce que sinon, ça fait trop militaire, donc ils vont pas trop aimer. Mais il faut que ça reste quand même assez professionnel. Donc il y a de l'humour, mais en tant que formateur, il faut qu'on sache doser pour que ça reste quand même dans un cadre professionnel. Oui, donc ça s'apprend. C'est ça, il y a des formations formateurs, ce qu'on appelle la formation PICF, pédagogie. D'accord. De quel horizon viennent vos apprenants ou vos stagiaires Alors, stagiaires ou apprenants, ils viennent de tous les horizons. On peut avoir des bouchers, des magasiniers. On a qui travaillent dans le secret défense avec Naval Group. On a aussi du nucléaire avec EDF et Orano. Donc, on a vraiment toutes les carrières parce qu'on a même aussi des physiciens, on a des ingénieurs. Donc, c'est passionnant. D'accord. Et ça doit être aussi enrichissant pour vous, du coup. C'est ce que j'adore de ce métier-là, c'est qu'on en apprend tous les jours. Le partage que j'ai avec les stagiaires ne cesse d'accroître mes connaissances. D'accord. Alors, du coup, avant-dernière question, comment transmettez-vous votre savoir à une personne intéressée par ce métier? Alors, si la personne est intéressée, donc moi, je vais déjà lui montrer les différents organismes qui peuvent éventuellement la former si elles veulent devenir formateurs. Et si c'est plus pour le perso, je vais l'aiguiller vers des personnes qui pourront la conseiller mieux que moi sur ce domaine-là. À partir de quand, on va dire de quel âge, on peut rejoindre une association comme la vôtre? Alors, si c'est de l'associatif comme la SNSM, ça peut être à partir de 16 ans, par exemple, pour passer le PSC. Si par contre c'est pour SEFC, qui est une entreprise, là par contre c'est 18 ans, parce que là il y aura un contrat de travail, donc il faut être au minimum majeur. D'accord, c'est une bonne question de mon collègue. Très très bonne question. De quelle manière préparez-vous vos formations? Alors les formations sont préparées déjà en avance, donc on vient s'installer tout le matériel, des fois 1 heure à l'avance, des fois plus, en fonction de la formation qu'on a à faire. On prépare notre ordinateur, de quoi projeter aussi en fonction du cours qu'on aura vidéo projeté. Et éventuellement les petits accessoires qui vont avec, si on fait du secourisme, préparer tout ce qui va être le CHU, donc le coussin hémostatique d'urgence. Si on parle d'espace confiné, on va parler d'oxygénomètre, d'explosimètre et d'autres équipements. Donc forcément il y a du temps avant. Il y a pendant la formation avec les stagiaires aussi. Et après, ranger tout le matériel et des stagiaires aussi qui restent après pour nous poser des questions. Et ça peut durer des fois pendant 1 heure suite à la formation. D'accord, donc vous faites régulièrement du coup des heures supplémentaires. Ça m'arrive des fois dans toute la journée de commencer à 8h et de finir à 16h30 et d'avoir qu'une demi-heure pour manger parce que j'ai des stagiaires qui me posent beaucoup de questions et c'est avec grand plaisir que je leur réponds. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Je redonne la main à Kevin pour la suite du programme. Merci beaucoup. Alors, à partir de maintenant, je vais vous faire un 60 secondes. Donc, pour les expliquer rapidement, vous allez avoir 60 secondes pour répondre au plus de questions que je vais vous poser. Donc, du coup, parlez-vous. Donc, première question, quelle est l'erreur de débutant qu'on apprend vite à ne plus commettre? Ne pas oublier le matériel. Non. Pour vous. Et surtout, rester professionnel. D'accord. Pour vous, l'image du héros des mers, c'est un mythe ou une réalité? On va dire un mythe. Hein, les héros, il y en a plein les cimetières. Comment apprend-on à gérer son stress quand la météo devient difficile? En se concentrant sur sa mission. C'est quoi la compétence numéro 1 que vous voulez transmettre à vos stagiaires? Le professionnalisme et surtout l'entraide. Pourquoi un patron d'entreprise devrait, selon vous, embaucher un jeune bénévole de la SNSM? Le sens des responsabilités. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a eu peur après une intervention? Clairement. C'est quoi le plus gratifiant dans ce domaine? Sauver une vie, c'est évident. Hein, mais c'est pas si commun que ça. Heureusement. Et l'évolution aussi des personnes conformes. Si un jeune n'a jamais mis les pieds sur un bateau, a-t-il quand même sa place chez vous? Absolument. Le bénévolat à ce niveau-là, c'est un simple hobby ou un second métier? Parfois un hobby et puis ça peut devenir un métier. On a quelques professionnels chez nous, donc des gens qui travaillent vraiment pour la SNSM. On a des salariés au sein de l'association. Alors, et enfin, quelle est la plus grande leçon de vie que la mer vous a apprise? L'humilité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant au reportage du CAP AGA, donc agent d'accompagnement au grand âge. 1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour à tous, je suis Joachim, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, nous allons retrouver les formateurs de CAP AGA de l'EREA de Saint-Lô. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis enseignant, professeur des écoles sur cet établissement, donc le lycée Robert Doisneau, lycée d'enseignement adapté. Et j'encadre principalement donc les CAP AGA, dont on va parler un petit peu plus tard. Et moi je suis Frédéric Lebon, je suis directeur délégué aux formations. Je m'occupe des différentes formations. Est-ce que vous pourriez présenter la formation? Déjà c'est la première année donc qu'on accueille des élèves en CAP AGA. Donc AGA c'est agent accompagnant au grand âge. C'est un CAP qui se déroule en 2 ans comme tous les autres CAP avec 7 semaines de stage en milieu donc plutôt sur des EHPAD ou des foyers de résidents autonomes, en autonomie. Comment fait-on pour s'y inscrire? Grande question. Eh oui. Les élèves ils sortent de 3e. Alors vous savez qu'à la fin de la 3e, donc, les élèves rentrent dans une machine, donc ils ont fait des choix. Voilà. Donc nos 3e sortants avec un diplôme, avec le DNB ou le CFG, qui est le premier diplôme de certification de 3e, peuvent donc s'inscrire simplement et rentrer dans la machine et en fonction du nombre de points, ils ont cet accès sur le CAP. Et puis dans l'année aussi, on a des fois des entrées tout au long de l'année avec des jeunes migrants, des jeunes allophones. Et du coup, notre but, c'est de leur remettre le pied à l'étrier. Quelles compétences sont acquises suite à cette formation? Elles sont diverses. Il y a des compétences de savoir-être, comme on disait tout de suite, par rapport à la personne. Il y a des compétences professionnelles, techniques. C'est l'accompagnement de la personne âgée en général. Au niveau des débouchés, est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, je pense qu'il y a des débouchés. Et il y en aura de plus en plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous de nous avoir suivis sur 1626 Médias. À la prochaine. Pour finir cette émission, nous sommes en compagnie de Monsieur Vautier et Philippe.
Bonjour. Bonjour. Responsable d'exploitation à la sphère à Montebourg. Bon, je passe la parole à mon collègue Nicolas. Bonjour Philippe. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre société que vous représentez aujourd'hui? Alors Philippe, 55 ans, je suis à la sphère depuis 99. La sphère fait partie du groupe Sturno du pôle déchets. Je ne sais pas exactement ce que... Sturno est basé à Avranches et Sphère également. D'accord. Pouvez-vous raconter votre parcours? Alors je suis arrivé en 99 à la sphère en tant qu'intérimaire et d'échelon j'ai été embauché, passé les examens, passé les formations et je me suis retrouvé responsable d'une agence en Mayenne. Et je me suis retrouvé du coup sur Montebourg en tant que responsable. En quoi consiste le travail de responsable d'exploitation? Alors, en tant que responsable d'exploitation, en fait, j'ai une obligeance sur le bien-être de toutes les équipes. Donc, je suis garant des contrats signés par la société par rapport aux clients. Et je dirais que je suis bien épaulé parce qu'on a un bon QSE et un bon service RH qui nous épaule. D'accord. En quoi consiste le travail, du coup, de responsable d'exploitation? C'est ce que je disais en fait. C'est principalement voir et surtout entendre que le personnel qui est sur le site de Montebourg, entre autres, se porte bien et vient pas avec la boule au ventre. Je dirais que sur Montebourg, en fait, on a une très très bonne équipe, aussi bien sur la partie administrative que sur la partie roulante. Donc, je dirais que l'ensemble se porte bien. Comment organisez-vous vos journées du coup? Alors tout est planifié. Alors je vais parler plus sur la partie route. Donc du coup, on a des demandes soit par mail ou téléphone sur des commandes de caissons, parce qu'on est principalement sur la partie déchets, partie déchetterie et clients pro. Tout est planifié en amont et si je dois faire partir un véhicule demain matin, il a son planning, il est contacté par mail avec le véhicule qu'il a, le client qui doit servir, cette partie en fait est gérée parce que sur la partie de Montebourg, au niveau du planning, nous sommes 3. Donc, je dirais que c'est bien suivi. On ne fait pas des tournées plus qu'il ne faut, pas de surcharge de travail, c'est inutile. Ça met la pression à tout le monde, il n'y a pas d'utilité. Et en fait, je suis garant de ce bienfait. En fait, c'est surtout ça. C'est que mes équipes se portent bien sur leur poste et que le client soit content. C'est principal. Quel type de déchets sont gérés par vos activités du coup? Alors sur le secteur de Montebourg, on est sur une partie éco-maison. Donc c'est un organisme sur Montebourg, c'est une plateforme de tri. Donc on gère toute la partie éco-maison, donc c'est tout ce qui se retrouve dans le meuble. Alors principalement en déchetterie, vous avez dû avoir ou aperçu des caissons verts pommes, enfin verts. Et donc tout cela font partie justement de l'organisme éco-maison. Et donc dedans, ça arrive au centre de Montebourg, et donc vous avez tout ce qui est matelas, meubles, bois, canapés, fauteuils. Un peu de tout. Alors, pas un peu de tout, parce que si on a un peu de tout, c'est plus du tout une éco-meuble, c'est plutôt un encombrant. Donc, mais c'est principalement, je dirais, des meubles de jardin extérieur, donc plastique. La partie habitation dans la maison, c'est tout ce qui va se retrouver, table, chaises, canapé, matelas, sommier. C'est principalement ça, sur le centre de Montebourg. D'accord. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez à la gestion des déchets? C'est
essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut trier. C'est notre plus grand défi est là, en fait. C'est leur expliquer que oui, il faut toujours trier, mais oui, c'est important. On a des obligations, en fait, par rapport à des contrats, à des exutoires, donc sur nos lieux de vidage, où tout ne peut pas aller n'importe où. C'est notre plus grand défi, c'est de bien avoir le bon endroit pour le bon élément. C'est un de nos gros défis. Donc, puis il faut respecter. On a surtout des contrats avec, entre autres, l'éco-organisme, éco-maison qui. Faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux. Mais bon, je dirais que notre travail de tri, en fait, se fait en amont, avec les personnes qui viennent aussi bien en déchetterie ou sur la partie client. Si c'est bien jeté au bon endroit, il y a moins de travail, moins de pression, et c'est plus fluide, en fait. Donc, D'accord, je vous remercie. En kilos de tonnes de déchets, on va dire, de quantité que vous traitez en moyenne par mois ou par année? Alors, je vais plutôt partir sur la partie éco-maison sur 2025, et j'ai pris les chiffres pour ne pas vous dire de bêtises. 6893 tonnes pour 2025. Alors, juste en meubles. Je ne parle pas de la partie sélective ou la partie vert, uniquement en meubles. Donc, ça vous fait 6893 tonnes sur l'année 2025. C'est énorme. C'est énorme, oui. Je vous dis, quand c'est bien trié, en fait, quand tout le monde joue le jeu, en fait, c'est fluide. Donc c'est bien mélangé, hein, c'est l'ensemble du caisson. Hein. Donc dedans, vous avez de la ferraille, du bois, de la matière mousse. Suivez-vous des indicateurs précis concernant le volume ou le poids? Oui, on est obligé. On est obligé de suivre des indicateurs. Je dirais que notre société n'est pas là pour fermer la porte demain matin. On a des contrats, des obligations. On a des tableaux. En fait, on suit des tableaux de façon à ce que tout puisse être. Alors, je répète souvent fluide, hein, mais c'est ça en fait. Hein, de façon à ce que ce soit bien linéaire et. On a des tableaux qui nous apportent beaucoup de réponses. Oui. D'accord. Y a-t-il une politique du coup stricte dans le tri sélectif? Et si oui, comment est-elle appliquée sur le terrain? Alors il y a une politique, oui. Oui, on a une politique. Il y a une politique tri et elle est appliquée. Donc je repars sur le plus gros volume que j'ai sur Montebourg, donc sur la partie éco-maison. Donc les consignes sont déployées en fait en amont, donc sur le terrain, donc clients, déchetterie, donc les fameux caissons ou les caisses, les petites caisses vertes que vous avez pu voir. Et en fait, les consignes de tri sont données par l'éco-organisme. Donc, et c'est pour ça que quand je parle d'un volume tonnage, en fait, c'est bien réparti selon les matières. Mais il y a des consignes pour tout ça. Je me doute. Quelles compétences faut-il du coup pour travailler dans ce domaine d'activité? Je parlerai de compétences. Je parlerai pas de compétences. C'est déjà avoir envie, parce que le métier de l'environnement, c'est gigantesque en fait. Donc c'est grand, mais il faut déjà avoir envie de travailler dans les métiers de l'environnement, parce qu'il n'y en a pas qu'un. C'est être bien physiquement, enfin, je parle dans notre secteur, physiquement, être bien en fait, et puis avoir la patate, la banane. Donc, c'est le plus important. Quelles sont les périodes où vous êtes le plus surmené? Alors, je ne parlerai pas de surmenage. Je parlerai plutôt d'accroissement d'activité. Donc, c'est principalement les périodes vacances. Alors, une grosse période juillet-août, nous, on parle plutôt juin-septembre. Mais ce n'est pas du tout du surmenage. C'est un accroissement d'activité, donc plus de personnel, plus de véhicules. Et on est au bien-être de ceux qui viennent. On a une belle région. Donc, Oui. Du coup,
excusez-moi. Évaluez-vous du coup l'empreinte carbone de vos activités? Oui, totalement. On a également des tableaux. Là, la société évolue fortement depuis de nombreuses années sur les nouveaux carburants comme l'héliocent. Donc c'est le colza, le 100% colza. Sur la partie électrique, alors pas les machineries complètes parce que les véhicules lourds, c'est fort en consommation sur la partie électrique, mais tous les systèmes y touchant en fait. Donc, mais si, on a il faut absolument qu'on les suive en fait. Donc, D'accord. Avez-vous mis en place du coup des solutions pour optimiser du coup le trajet avec les camions, la mutualisation, la planification, les véhicules du coup adaptés? Ouais, tout à fait. etc. Tout à fait. On a des systèmes embarqués dans chaque véhicule, alors pour chaque activité. Donc là, sur la partie déchetterie, donc on a la géolocalisation, on a le système de carte sur la partie collecte porte-à-porte, donc c'est préenregistré. Tout est optimisé en fait de façon à éviter de la route inutile, enfin, des mouvements inutiles. Enfin, je suis plutôt fier de travailler dans cette société parce que en fait, c'est innovant. En fait, faut se prêter en fait au changement de toute la partie technologie en fait et je dirais de notre secteur bon à prendre. En fait. Tout ce qui peut nous faire avancer à être beaucoup plus opérationnel et moins gourmand je veux dire, en énergie fossile. D'accord, merci. Du coup, qu'est-ce que deviennent ces déchets après leur collecte? Alors, je dirais que tous les déchets sont recyclés, tous. Or, la partie ordures ménagères, qui est malheureusement encore soit en enfouissement, avec quelques secteurs où ils sont en incinération, mais malheureusement, la partie ordures ménagères reste encore un peu un problème. Mais tout le reste, en fait, est recyclé. Toute la partie comme je disais tout à l'heure, la partie bois, la partie métal, tout a son secteur de tri et de recyclage. Prenez-vous des stagiaires, des apprentis à la sphère de Montebourg, du coup? Alors, sur Montebourg, non. Sur Montebourg, je prends plutôt sur une partie saisonnier. Sur la partie haute, donc sur la partie on va dire grandes vacances. Donc de juin à septembre. Et j'en ai qui reviennent et j'en ai même embauché en fait. Hein. Donc on en a parce que c'est pas moi qui les embauche. Mais non. Par contre, je vous donnerai à la fin on a une adresse, un site Sphère, donc du pôle déchets. Et vous pouvez aller dessus sans problème. Merci. Avez-vous des conseils du coup à donner aux personnes qui s'intéressent pour travailler dans cette branche de métier? Je dirais pareil, être intéressé. Toujours. Il faut être intéressé. On ne va pas dans un... Alors, je dirais que c'est facile pour moi parce que je fais un métier que j'aime. Donc, je suis allé dedans... j'ai dit involontairement à la base parce que je n'y étais pas du tout prévu, mais en fait, il faut être intéressé sur la partie environnement de tout ce qui y touche, tout ce qui peut apporter un plus en fait, tout ce qui peut puis il faut aimer quoi, il faut être actif, voilà, c'est. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Ce plateau touche désormais à sa fin. Nous remercions tous nos invités, donc Monsieur Vautier, Monsieur Leblanc et Legendre ici présents, et ainsi que Monsieur Dorian et Lorenzo de la Croix-Rouge, d'être venus et d'avoir participé à notre plateau sur les services publics. Je souhaite également remercier nos viewers, donc sur Twitch, YouTube, pour nous avoir suivis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur 1626 Médias.